OK. Hey, bonjour, JF, ça va bien? Ça va bien, toi? Je pense pas que c'est encore déjà live, là. Je pense qu'il y a un petit Moi, je le délai. vois. OK. Oui. C'est qu'on est parti. Ah oui. Donc, bienvenue à notre rendez-vous maintenant hebdomadaire. Cette semaine, on va parler de résistance au changement. Je me présente, moi, je suis Dominique Blouin, je suis avec JF Lanoux. Bonjour. Donc, on parle de résistance au changement. Pourquoi on parle de résistance au changement? On s'est dit que c'est un sujet vraiment important parce que en fait, quand on implante des nouveaux processus ou des nouveaux logiciels, euh, tout s'arrête si les utilisateurs n'adoptent pas. Fait que peu importe les efforts qu'on investit à développer des nouveaux processus ou des nouveaux logiciels, s'il y a de la résistance et que les utilisateurs ou les gens dans l'équipe décident de ne pas adhérer ou adopter le changement, tout s'écroule. Puis ça s'est vu dans beaucoup, beaucoup de contextes. Peu importe la pression qu'on met, ça ne fonctionne pas si les gens n'adoptent pas. Donc, on va parler avec Jean-François Lanoux aujourd'hui, qui a beaucoup d'expérience au niveau du développement de logiciels, analyse de systèmes, implantation, formation des usagers, de la résistance au changement, de stratégie. Puis, restez jusqu'à la fin, on va donner 10 trucs pour aider à adopter des solutions. Donc, avant de commencer, juste remercier les gens qui ont participé à notre sondage. On a fait un petit sondage sur SurveyMonkey dans les derniers jours Oui, c'est vrai. auprès de partenaires, clients, puis de gestionnaires avec lesquels on collabore pour se regrander sur la réalité. Puis, on a reçu des réponses. La question était, quelles sont les 3 principales causes de résistance au changement selon vous? Fait que ça a été vraiment intéressant de lire ça, puis on s'en est inspiré, puis on va en parler aujourd'hui. Donc, Excellent. merci. Jean-François, avant de commencer, parle-nous un peu de ton expérience. Qu'est-ce que tu as fait dans les 15 dernières années, là, sommairement, pour qu'on puisse comprendre là, d'où tu arrives avec tes conseils. Parfait. Bien, dans le fond, mon premier emploi en informatique, ça a été chez CGI. C'est une très grosse boîte, comme vous le savez. Dans le fond, c'est dans le domaine de la télécommunication, notre principal client. Donc là, il y avait beaucoup de changements, mais il n'y avait pas beaucoup d'avertissements. Après ça, je suis allé chez Sogic. Donc, c'est pour tout ce qui est le système de la santé, l'informatisation de la santé au Québec. J'étais analyste. Je travaillais là 4 ans. Puis là, les changements, il y en avait, mais ça pouvait indirectement provoquer la mort. Donc, c'est important de vraiment bien faire les changements. Chez Pierre Descaux, par la suite, je suis allé comme directeur web, donc marketing web. Là, c'est le domaine de la distribution de plomberie. Donc là aussi, j'ai implanté CRM, j'ai géré des changements à cet emplacement-là. Puis, dans le fond, je suis venu joindre DevID, ça fait un petit peu plus que 4 ans. Puis, dans le fond, je suis gestionnaire de clients succès. Puis, je gère l'implantation. Je fais aussi d'autres choses, mais dans le contexte actuel, c'est vraiment l'implantation de Power qui m'intéresse. Donc, quand tu dis dans le domaine de la santé, les changements, ça peut provoquer la mort, tu veux dire que les systèmes, ils peuvent avoir une importance capitale, là, une mauvaise décision, un mauvais fonctionnement, C'est ça peut aller exactement. jusqu'à ça. Là. Oui, parce qu'on se basait sur certains KPI pour prendre des décisions. Donc, en bout de ligne, s'il y avait un bug puis la personne prenait les mauvaises décisions, c'est évident que ça pouvait conduire indirectement à la mort de quelqu'un. Ouais. Puis dans le fond, c'est intéressant de voir ces différents contextes-là parce qu'effectivement, il y a il y a des entreprises très petites où on peut penser que le changement est plus facile, puis des contextes comme le domaine de la santé où il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants. Mhm. Mais je pense que les mêmes principes s'appliquent en termes Oui, de gérer le changement. Là. c'est ça. C'est dans, tu sais, c'est vraiment une question, je pense, de processus puis d'adoption qu'il faut qu'on véhicule à travers tout le monde. Puis, je pense qu'on va pouvoir, dans le fond, il y a différentes catégories, là, je dirais. Exemple, les causes les plus connues. Je pense que je dirais la cause la plus répandue, c'est la peur de l'inconnu. Donc, pour les changements, si quelqu'un est dans l'inconnu, il ne va pas se sentir à l'aise, par définition. Sinon, il y a la complexité du changement.
Donc, si c'est quelque chose qui est complexe, les personnes vont se sentir moins à l'aise. Puis ils vont souvent avoir le réflexe de dire est-ce que c'est vraiment nécessaire ce changement-là? J'ai déjà assez de choses à faire, je n'ai pas besoin d'un changement en plus. Fait que tu dis, dans le fond, les principales causes de la résistance au changement, là, tu me parles de peur de l'inconnu, d'impression de complexité. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est beaucoup des trucs qui touchent un feeling hein, que les gens ont. Il faut embarquer les gens dans l'idée. Exactement. On est des humains, dans le fond. Nous, en informatique, on gère des machines, mais dans le fond, le plus important, c'est de gérer l'humain qui adhère à ce changement-là pour s'assurer d'avoir un succès. Comme tu disais au début, on investit tellement d'argent dans des processus, dans des applications pour être plus optimisés. La dernière chose qu'il faudrait faire, c'est de laisser aller ça. Il faut vraiment bien gérer l'équipe. Il y a d'autres choses qui me venaient en tête dans le sondage. On a vu quitter la zone de confort. Je trouve ça intéressant parce que souvent, on a un logiciel qui est en place. On est habitué à ce qui fonctionne bien. Le processus est rodé. Puis là, il faut changer. Donc, dans le fond, je pense que c'est quelque chose il faut être plus transparent. Puis, mais restez jusqu'à la fin, on va parler des 10 trucs. Les trucs. En fait, aussi, il y a une chose importante à dire, c'est que maintenant, dans nos lives, on va chaque semaine mettre les notes de la rencontre sur notre blog. Donc, pour ce qui est des différents trucs qu'on nomme, les différentes causes de résistance au changement, tout ça, ça va apparaître sur le blog sur parwa.zone. On met les transcripts des rencontres. Et puis aussi, on va mettre de la documentation de référence. Fait que là, on parle avec JF Lanoux de résistance au changement. Tu nous as nommé quelques causes, la peur de l'inconnu, la complexité du changement. Est-ce que les gens se demandent si c'est vraiment nécessaire? As-tu d'autres éléments, d'autres exemples? Tu nous disais... je pense que le monde, il faut qu'il soit... ils vont peut-être avoir peur aussi que le changement ne soit pas nécessairement positif pour eux, dans leur point de vue, de leur rôle. Puis ils vont se demander, ça va m'apporter quoi à moi, ce changement-là? C'est des inquiétudes qui sont très souvent relevées, puis on les a remarquées aussi dans les réponses du sondage qu'on a demandé. Oui, effectivement. Puis c'est parce que ces résistances, ces causes-là, il faut en être conscient. Ça va faire en sorte que on va essayer de mitiger les problèmes, mitiger les risques, puis les identifier rapidement. Y a-t-il des exemples de mauvaises pratiques, que tu dirais, ça, il ne faut vraiment pas faire ça quand on implante une solution? Qu'est-ce qui serait à proscrire là, en termes de comment procéder? Là? C'est évident. Je pense que la première chose, c'est de ne pas expliquer les bénéfices qu'il pourrait avoir pour chacun des utilisateurs. Ça serait le plus gros échec selon moi. Parce que quand on fait un changement, souvent, il y a quelque chose en arrière de ça. Puis si on ne l'explique pas, ou s'il n'y a pas de raison, tout simplement, s'il n'y a pas d'avantage pour les utilisateurs, ça, dans ma tête, ça va être un échec. Puis ça, c'est tellement vrai, puis on le voit. Hein. Souvent, nous, tu le sais, les demandes viennent de la haute direction. C'est eux qui sont les vecteurs de changement ou qui engagent les organisations dans les changements. Puis des fois, ils ont une idée, ils vont faire affaire avec des consultants, puis là, ils disent « Venez expliquer à tout le monde qu'on va faire ça. » Puis c'est souvent difficile de faire en sorte que les gens nous disent « OK, on va leur demander c'est quoi le bénéfice pour chacune des personnes qui vont participer à ce changement-là. » Ça, c'est une chose extrêmement importante. Et quand ce n'est pas fait, puis on l'a vu souvent, c'est recette pour l'échec. 100%. Parce que il ne faut pas que ça soit juste des bénéfices pour la haute direction, il faut que ce soit des bénéfices pour tout le monde dans l'entreprise, sans quoi il n'y aura pas une adoption complète de tout le monde. Puis s'il n'y a pas une adoption complète de tout le monde, ben là, on parle d'un échec d'un outil. As-tu d'autres exemples de mauvaises pratiques, un truc à ne pas faire? Oui, ben des fois, on pourrait, exemple, faire un changement. Puis si ce changement-là il est trop gros, si c'est trop un gros morceau à avaler d'un coup, ça aussi, ça va provoquer de la confusion, ça va provoquer de l'incertitude, de la peur pour les personnes.
Donc, moi, à ce moment-là, je dirais de vraiment plus aller avec des petits blocs, des petits morceaux à la fois. Un autre élément que je pense être comme ça, ce serait d'impliquer les personnes qui vont participer à ce changement-là trop tard dans le processus. Donc, tu sais, c'est bon des fois de les avertir, mais s'ils sont juste pas au courant, ils font juste arriver un peu plus tard. À ce moment-là, ils vont se sentir un peu instabilisés. Puis, Ça devient difficile de s'ajuster aussi. Là. Tu sais, si tu as trop réfléchi avant d'impliquer les gens aussi, ouais. c'est difficile pour eux de contribuer puis de dire ah ben moi, je verrais ça de telle façon, puis ça va générer de l'insatisfaction. C'est un bon point. Il faut que amener plus de personnes plus tôt dans le processus, c'est vrai que c'est très, très, très bien. Exact. Puis, je pense à un autre point, ce serait si on n'implique pas toutes les personnes ou tous les rôles minimalement des personnes qui vont être impactées par ce changement-là. Parce que ça nous évite. En fait, ce sera un problème là, parce que de ne pas les impliquer, on ne va pas nécessairement avoir le feedback dans toutes les positions du projet. Puis C'est ça, vrai. selon moi, ce serait un autre problème assez majeur. Oui, c'est vrai parce que dans le fond, dans un changement, souvent, c'est un processus qui implique plusieurs personnes. Exact. Puis chaque personne doit contribuer à sa façon. Puis s'il y a un maillon de la chaîne qui n'accepte pas le changement, la chaîne casse. Exact. C'est vrai qu'il faut vraiment impliquer tous les rôles. Écoute, je fais une parenthèse de 2 secondes parce que ce Oui. matin, je discutais avec quelqu'un de résistance au changement, puis il me dit, dans le contexte du COVID, il dit c'est une bonne idée de parler de ça, puis on n'avait pas discuté de parler de ça sous cet angle-là, mais on regarde à quel point les gens ont dû, d'un coup sec, changer leur façon de travailler. Là, Oui. sont passés du présentiel au télétravail d'un claquement de doigts. Ça a été décidé pour eux. Fait que des fois, les changements, ils sont inattendus, puis ils viennent de l'extérieur, mais ce que ça a comme impact, puis ce qu'il faut gérer dans des changements comme ça, c'est vrai qu'il y a une mécanique, mais il y a beaucoup, beaucoup d'émotifs aussi, Oui. d'insécurité, à quel point les gens, dans les premières semaines, utilisaient Zoom, utilisaient Teams, comment les gens étaient déstabilisés par ça. Et beaucoup, cette peur-là a fait en sorte que ces changements-là n'ont pas été faits avant. Mais là, tout à coup, des fois, le changement, il arrive de l'externe. Je pense que c'est ceux qui ont réussi le mieux à encadrer les gens puis à les appuyer qui ont passé puis qui vont passer à travers ça. Fait que je trouvais que c'était intéressant d'en parler sous cet angle-là. C'est très vrai. Ça a été vraiment une coupure très, très carrée d'un coup sec. Tout le monde a fallu qu'on change notre rythme de travail, notre style de vie. C'est un très bon point. Hein. Oui, oui. Donc, on va parler maintenant d'exemples de bonnes pratiques. Puis tu peux peut-être nous parler de projets où les changements ont bien passé au niveau de l'implantation. Donc, c'est quoi les bons éléments, la bonne recette? On a des gens qui sont sur Facebook, on dit bonjour David, Nancy. David, il dit en bon français avoir le buy-in. Fait que des exemples où on a fait ce qu'il fallait pour avoir le buy-in. Donc, parle-nous donc un peu de ton expérience par rapport à ça. Super, oui, absolument. Donc, dans plusieurs choses, en fait, je dirais, peu importe le projet, ça revient souvent aux mêmes bases. Donc, premièrement, il faut qu'on ait l'appui de la haute direction quand on vient pour faire des changements. Il ne faut pas que les changements ne soient pas approuvés par la haute direction parce que ça pourrait provoquer des problèmes. Mais donc, dès qu'on avait l'appui de la haute direction, ça va nous aider après ça à faire l'implantation de la solution. Donc, dans ce cas, exemple que nous, on implante un CRM, on a déjà eu des succès que, après à peine une semaine d'implantation, la nouvelle solution était en place, tout le monde utilisait, tout le monde avait des rapports, mettait leurs informations. Puis là, on a vraiment vu un effet de levier qui s'est fait suite à l'implantation de ça parce que tout le monde a embarqué. Donc, autant la direction, autant les gestionnaires, autant les utilisateurs finaux. Ça, c'est super intéressant.
Je dirais Donc, aussi c'est des cas où vraiment tout le monde est impliqué dans le process là, Oui, rapidement. Puis exactement. aussi, Ça, il y ça a a un été retour rapide sur l'implantation puis sur les réactions des gens à l'utilisation de la solution. exactement. Il y a un dicton qui dit fail fast. Puis ça nous permet d'avoir le bon feedback le plus rapidement possible puis de s'ajuster le plus vite possible aussi. Quand on donne une formation, on a aussi à ce moment-là des bons indicateurs qui nous disent est-ce que les personnes se sentent en confiance avec la solution? Puis, tout le pilotage qui a été fait avant la formation aussi va nous aider à avoir un bon feedback à ce niveau-là. Des fois, il y avait des personnes qui rentraient dans un magasin, puis il n'y avait aucune idée de ce qui s'était vendu à cet endroit-là. Il n'y avait aucune idée c'était quoi les vrais chiffres de vente. Bien, suite à l'implantation de la solution, bien là, on leur donnait une information, une crédibilité. Puis là, avec ça, bien, on leur donnait un outil qu'ils pouvaient, eux, utiliser pour augmenter leur notoriété puis augmenter la confiance qu'ils avaient. C'est vraiment Dans la le fond, mindset. c'est on trouve une façon de faire en sorte que la solution apporte de la crédibilité puis fait que c'est vraiment, ça apporte quelque chose, un bénéfice clair à l'individu, puis on valorise ça, puis c'est pour ça que le changement a lieu, dans le fond, Exactement. puis fonctionne. Moi, tu sais, je ne suis pas capable de vendre quelque chose à quelqu'un si je ne crois pas à ça. Donc, quand que je fais la formation, j'ai déjà identifié dans ma tête plusieurs éléments que je sais qu'ils vont être intéressés. Donc, que ce soit aux utilisateurs finaux, aux gestionnaires, en ayant des indicateurs comme ça qu'on va leur donner, des outils qu'ils vont pouvoir, eux, utiliser comme levier dans leur fonction, bien là, on se trouve à avoir de quoi de super intéressant. Puis l'adhésion va se faire tout seul après ça dans la solution. OK, excellent, JF. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu penses qu'on est bon pour y aller avec notre liste de 10 raisons qui font Oui. qu'un projet est un succès? Absolument, je pense qu'on est rendu là. Dans le fond, la plus grande raison qui font qu'on a un succès dans un projet, c'est d'être transparent avec tout le monde le plus tôt possible. Tu sais, des fois, on a des contraintes légales, on ne peut pas dire tout, mais dès qu'on a le go, il faut être le plus transparent possible avec tout le monde. Ça va vraiment donner un sentiment de confiance envers la haute direction. Puis, ils vont se sentir beaucoup plus réconfortés. Ça va aussi leur donner un plus long temps d'adaptation pour anticiper le changement. OK. Donc, être transparent dès le début. Exact. Je dirais comme point 2 aussi, c'est de donner du sens au changement. Tu sais, c'est facile de dire, OK, on va changer, mais si on prend le temps de leur dire pourquoi qu'on fait ça, parce qu'on a eu, exemple, telle problématique dans le passé, puis là, on est convaincu qu'en implantant cette solution-là, on va résoudre ça, bien là, ça va donner du sens, puis les personnes vont se dire, OK, oui, ça fait du sens, j'embarque. Parfait. Après ça, un autre élément, ça a l'air un petit peu spécial à dire, mais il faut les rassurer pour leur dire qu'est-ce qui ne change pas. Okay. Dans le changement, ça amène beaucoup d'interrogations, de questionnements, mais quand on est capable de leur dire concrètement, OK, ça va changer, mais cette partie-là va rester comme avant, là, ça devient plus clair dans la tête des personnes aussi. Excellent. Après ça, je vous dirais, dans la même nature, le point 4, ça serait d'indiquer très clairement chacun des éléments qui va changer. Comme ça va éviter le doute, ça va éviter que les personnes se posent trop de questions puis que le sentiment de peur apparaisse. Parce que quand on sait vraiment concrètement qu'est-ce qui va se passer, ça amène du réconfort puis tout le monde est plus à l'aise aussi. Parfait, excellent. Un autre point qui est vraiment important, je dirais, je pense que c'est la clé dans tout le processus, c'est le pilotage avec les bonnes personnes. Donc ça, on va identifier au sein d'une équipe des personnes dans chacun des rôles qui vont participer à la solution, à l'implantation de la solution avant que tout le monde ait accès. Parfait. Comme ça, on va avoir un feedback de tout le monde, puis on va avoir un feedback aussi de chacune des positions. S'il y a des petits ajustements à faire, on va le savoir avant de donner la formation et de manquer un peu de crédibilité si on n'a pas pensé à ça avant. Excellent. Je vous dirais aussi un autre élément, c'est d'écouter. Des fois, on se dit, OK, c'est nous qui faisons le changement, c'est moi qui ai raison, il n'y a personne d'autre.
bien, je vous dirais, c'est absolument le contraire. Il faut écouter absolument l'utilisateur pour qu'il nous donne ses inquiétudes, puis qu'après ça, nous, on puisse alimenter notre discours, puis vraiment le sécuriser dans le changement qui s'en vient. C'est bon, ça. Tantôt, tu parlais que tu abordes la formation comme de la vente. Oui. C'est vrai, c'est le même comportement que lorsqu'on vend une solution. Il ne faut pas oublier que tant que la solution ou le processus n'est pas implanté puis en route, puis que les gens ont adhéré, on est en train de vendre cette idée-là. Les gens, tant qu'ils n'ont pas adopté, on a beau essayer d'imposer une idée, ils peuvent résister. Donc, il faut toujours écouter les gens pour essayer de faire en sorte de comprendre leurs appréhensions et s'ajuster. C'est un très bon point. Super. Donc là, j'en ai dit 6. Donc, le septième, ça va être gérer. Comment? Numéro 7. Numéro 7. Okay. Gérer les inquiétudes. Donc, ça, c'est de savoir le plus tôt possible c'est quoi les inquiétudes que les personnes ont. Donc, c'est super important parce qu'on veut disséminer le plus possible ces inquiétudes-là. Après ça, c'est de faire une formation qui va les rassurer puis qui va vraiment être hands-on. Donc, on va vouloir qu'on fasse des exemples concrets, des choses qu'ils vont faire dans la vraie vie, dans la formation. Donc, c'est pas du théorique. Là. On va vraiment aller dans le concret, puis eux, concrètement, qu'est-ce qu'ils font? T'sais, on donne un exemple avec Power, CRM. Quand on arrive dans la gestion des visites, c'est pas, on va pas dire planifier une visite. On va aller dans l'application, on va leur regarder, on clique là, on prend la visite. J'aimerais visiter tel magasin, je le prends dans le calendrier, je le dépose là. Fait que là, les personnes le voient, ils se rendent compte que c'est très simple, ils vont adhérer plus facilement au changement. Excellent. Numéro 9. Numéro 9. En fait, juste une petite parenthèse avant de dire le numéro 9. Dans le fond, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les points que je viens de dire, ça s'est fait avant l'implantation du changement. Fait que là, on n'a même pas encore fait le changement, on l'anticipe, on le prépare. Ça fait 80% des efforts, 8 points sur 10, c'est avant d'implanter le changement. C'est tellement important là, parce que c'est 80-20, c'est pas la bonne expression que je dis là pour ça, là, mais dans le fond, 80% de l'effort doit se faire avant le changement. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, le numéro 9, c'est le suivi après le changement. Donc, c'est une fois que la solution est implantée, une fois qu'on a implanté le tout, ça va être de faire le bon suivi avec les bonnes personnes et d'avoir le bon support. Donc, si quelqu'un a une interrogation ou s'il y a un bug, c'est de s'adapter à ce niveau-là puis d'être le plus rapide à ce niveau-là. Okay. Et finalement, le numéro 10, donc, c'est de souligner le bon travail des membres. Parce que c'est important, c'est quelque chose qui se fait en équipe, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Puis vraiment, il y a des personnes qui font une grosse différence là-dedans. Il faut prendre le temps de leur dire merci puis de dire qu'ils contribuent au succès. Excellent, JF. Merci beaucoup pour ton top 10. On va, comme je le disais tantôt, mettre ces notes-là sur le site. Je pense que c'est un très bon checklist. C'est tous des points qui sont, si on veut, des rappels qu'il faut garder en tête quand on fait une implantation. Et je pense que si on passe à travers cette liste de points-là, on a beaucoup plus de chances que le changement soit réussi. Oui. Je te remercie énormément. J'aimerais finir, moi, en suggérant aux gens une lecture qui nous a influencés. Et puis, je vais mettre les notes sur le site. Je vous propose un livre qui s'appelle Switch. Donc, on mettra ça sur le site. Switch, comment changer quand les changements sont difficiles. Donc, dans le livre de Switch, en fait, ce dont il parle, il y a 3 aspects. Je vais peut-être projeter là, 2 secondes. Tu me diras si pendant que tu dis ça, juste, on a reçu un commentaire de Nancy Alain. Très, 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 très bon commentaire. Elle disait que les utilisateurs finaux n'avaient pas été consultés dans la construction d'un hôpital. Les chaises roulantes ne rentraient pas. T'imagines à quel point c'est important d'impliquer les gens rapidement. C'est incroyable. Ouais.
Donc, merci beaucoup pour le commentaire, super intéressant. Suggestion de lecture, on va mettre les liens sur notre site aussi. On a plusieurs articles qu'on a écrits sur la gestion du changement puis l'adoption sur le blog du site de DVD. Extrêmement intéressant, Switch, comment changer quand les changements sont difficiles. Ces deux gars-là ont écrit un autre livre qui s'appelle Made to Stick, extrêmement intéressant. 3 aspects dont on a parlé aujourd'hui. Direct the rider. Donc, le rider, l'idée derrière ça, c'est qu'il y a un changement, ça touche l'aspect intellectuel. Donc, il faut parler à l'intellect des gens, mais il faut aussi parler à ce que les autres appellent l'éléphant qu'il faut motiver. L'éléphant, il est plus gros que l'intellect dans un changement. Donc, l'éléphant, c'est les sentiments que les gens ressentent. Et donc, on parle de qu'est-ce qu'il faut faire au niveau intellectuel, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'éléphant, les émotions, et qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'environnement. Tu sais, comment on peut travailler sur le contexte pour faire en sorte que ce soit plus facile pour les gens de changer. Extrêmement intéressant, je vous conseille cette lecture. Et puis, de notre côté, je pense qu'on va conclure sur ça pour aujourd'hui. JF, merci encore pour ton témoignage. C'était vraiment intéressant. La semaine prochaine, on va avoir un live particulier parce que la semaine prochaine, on va être en rencontre externe avec notre équipe de vidéos. Donc, on va faire un live probablement à l'extérieur, sujet déterminé. On en reparle. Suivez-nous sur Facebook. Envoyez-nous des j'aime si vous avez aimé. Envoyez des commentaires, des questions si vous souhaitez discuter avec nous de problématiques relatives à la gestion du changement. Et puis, on a plusieurs autres sujets qui s'en viennent. On a hâte de se reparler. JF, je te souhaite une belle fin de journée et une bonne semaine. Pareillement, merci à tous. Bonne journée. OK, bye-bye tout le monde. Merci. Bye-bye.